sont venus de très loin, qui ont certainement un calendrier très chargé, mais qui, parce qu'ils collaborent déjà avec nous depuis un moment, nous ont fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour partager ces 2 jours de concertation et de discussion sur les APE. Ils nous ont fait également l'amitié de présider l'ouverture de notre session. Nous avions voulu que cette concertation soit seulement une affaire de notre plateforme, une concertation entre nous. C'est pour cette raison que nous n'avons pas jugé utile d'inviter des officiels ni la presse. C'est juste un travail que nous faisons avec vous pour faire le point, essayer de voir comment nous allons avancer ensemble. Donc, les quelques minutes que nous prendrons pour ouvrir les travaux, nous les consacrons aux honorables députés qui vont, disons, nous faire l'honneur de le faire, ouvrir la session en disant 2 ou 3 mots sur la collaboration que nous avons eue avec eux et sur leurs opinions sur le processus de la paix. Sans tarder donc, je vais donner la parole à l'honorable député Molé Molé, qui voudra bien présider cette session. Merci. 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 Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacune, à chacun à cette plateforme de concertation. Nous remercions les initiateurs pour l'occasion qu'ils nous donnent pour réfléchir à l'avenir de nos différents peuples. C'est un travail historique que nous sommes en train de faire. Nous leur disons merci pour avoir associé les parlementaires pour permettre à nos différents parlements d'être au courant des négociations aux différentes étapes. Comme je ne suis pas seul, je vais passer la parole à mes différents collègues pour que chacun aussi en dise un mot. En tout cas, nous avons déjà eu un atelier comme ça en Côte d'Ivoire, ça s'est très bien passé. Je pense que nous allons faire de bon travail pendant ces 2 jours. Nous vous remercions. Merci, chers participants. Vous le savez bien, et nous le savons tous ensemble, que les accords de Cotonou, les APE, sont quand même d'actualité à présent. Et il convient que nous, Africains, avant de nous engager, que nous puissions faire des travaux de recherche pour que nous ne puissions pas rentrer dans un marché de dupes. Et vous savez, il y a beaucoup de défis à relever dans le processus de ces négociations. Et de la réussite de ces négociations dépend l'avenir de nos différentes relations commerciales. Parce que vous savez bien, le rapport n'étant pas le même. Alors, quel rôle pour le parlementaire? Je crois que le Parlement sera en charge par rapport à ces négociations de garantir un certain nombre de principes énoncés dans les accords, de pouvoir faciliter le processus de dialogue entre les partenaires non étatiques et les partenaires étatiques. Ensuite, améliorer le cadre législatif pour permettre la participation plus effective des acteurs qui vont sous-tendre ces différents accords. Alors, durant ces 2 jours de travaux, nous allons essayer d'échanger en ce qui concerne le rôle du Parlement, quelle contribution le Parlement peut apporter dans ces accords, APE. Je vous remercie. Je passerai la parole à notre collègue Gandhi pour dire un mot. Et bienvenue à tous. Merci beaucoup. Thank you very much, my colleagues, for allowing me to say a few words in this very important gathering. This meeting of West Africa Civil Society Platform on Economic Partnership Agreement is taking place in Dakar through the coordination of ENDA. Thank you very much for inviting the National Assembly members, the parliamentarians. Civil society and parliamentarians are of a common goal. Our interest is the people. The parliamentarians, their interest is the people. The civil society, their interest is the people. So therefore we have a common direction.
So it is very important, we parliamentarians, to be in the forefront of any negotiation, because all the things at the end of the day, they will come back to the parliament. And if it goes rotten, the blame goes to the parliament. So it is very important for any government or any organization to involve National Assembly members in any negotiation, so that because we will all be thinking alike in the same direction for the interest of our people. So it is always good. I am sure and I'm very happy indeed that there is a collaboration between the civil society and the National Assembly members, we call them parliaments, within West Africa, because we are all thinking in the same direction. I'm also thanking Mr. Day for giving me the opportunity to voice out a little few things. But one thing is really certain, which we should have been looking at very closely, is the regional integration. That is one of the most important things that we should look at. If all of us are properly, we will always have a problem. And I'm thanking the civil society. I think there should be a continuity, because I attended one in Ghana, I went one in Kedugu, but that of Cotonou, unfortunately, I was not part of it. So there is always a breakdown in communication. So continuity is very important, so that the people will go along with the ideas. And at the end of the day, they will be always giving feedback to their national assemblies. And I'm sure we should look at the interest of our nation, the interest of our region. Let us not look at these grants that they give. These grants are just mere things just to trap us. And at the end of the day, what we need is, at least we should protect our region. Because these EU people are really looking forward to something. And we support our people, our businessmen, particularly this sensitive product, because they subsidize their agriculture. And they are telling us not to subsidize our farmers. Look at that deal. You subsidize your farmers, we West African people, we are not allowed to subsidize our farmers. And there is no fair play. So the playing ground should be flat, so that we should always continue to strive towards to see that there is a proper EPA in place for the interest of our people in West Africa. With this small remark, thank you, Mr. Chairman, for giving me the opportunity. And I am prepared, and we are prepared as National Assembly members, as parliamentarians, because we are not only lawmakers, but where laws are made, we also have what we call parliamentary oversight functions. Wherever funds go, whatever happens on the ground, we should be there to see what is happening, and it should be in the best interest of our people. So we as parliamentarians, we are ready to collaborate with the civil society, because we have a common goal, we have a common direction, so that we will always see the best interest of our people. The executive are there for themselves, unlike the National Assembly and the civil society. We are there for the people. So therefore, we should always collaborate, come tight together. For the continued purpose, we should always make a follow-up until the day it is signed. But this partiality thing is not working, because there's a blockage somewhere. Before we sign partial, why do we have to sign partial when other things are not in place? There are a lot of things that the EU should do for us. Look at some countries, we have not got proper roads, no proper electricity. If we are supposed to say businessmen should come together to a business forum, where somebody comes from China, everything is ready-made, you will be in the gap and electricity goes off. Where is your farmer? Where is your businessman going to compete with somebody who has everything in place? So all those things, road infrastructure, electricity, sensitive products, all those things must be in proper perspective before we sign this EPA. Let us not look at these small grants. These small grants cannot be like the billions they are talking. If you can give it to a small country like Gambia, they will use it. Not to talk about regions. There are about 6 regional blocks in Africa, one of which is West Africa. If they give us 2-point-something billion, what can that do for us? I think we need to look at this very closely together. We are ready as parliamentarians to support you, and we will always be in the forefront. Thank you very much. Has been trying a great deal to sensitize the parliament, especially in what to do and what not to do. Because if there is a gap in the communication, there will be bound for problem. And to avoid the problem is that there must be good information at the right time. For the parliament to be able to support, they must have the details. And NANS has been doing that greatly. They've been calling series of workshops, series of information has been passed across to the parliament, to the committee most especially. And I can remember recently some EU contingent came to meet the chairman House Committee on Commerce, and they were seriously talking and they want to know the stance of Nigeria. And the chairman, they told them that there are a lot of things that should be done before we can put in our support to that, as regards the EPA. And he's telling them that right now Nigeria is not right for it, considering that the fact
the infrastructures that are supposed to be on ground, if we rush into it, Nigeria might suffer for it. So we need to strategize very well and to get a better a safe landing field to achieve this goal. So like my elder brother from Gambia said, that we should try and team up as a team and let's work in one accord and unity. The Parliament is ready to support, and I believe by God's grace, when we get there, recently we were even planning to have to organize a seminar for the members in the Parliament to appraise them about the information they need to know as regards this. If you don't have the information, if you're lacking the information, there's no way you can fight the battle. But if you get the information with you, it's easy for you to combat. So I want to support that this great meeting is a good one and a fruitful one, and message will go back to the Parliament. Thank you. À tout le monde et bonjour. Je suis heureuse de prendre part à cette réunion qui est peut-être la troisième du genre à laquelle je prends part. J'en avais plus deux dans mon pays et à l'issue desquelles une certaine déclaration avait été faite à l'endroit des gouvernements. Et je crois qu'à ce niveau, ça me permettrait de voir quelles sont les décisions. Est-ce que les décisions qui seront prises iront dans le sens de nos recommandations? Parce que nous pensons quand même qu'un accord de partenariat qui ne prend pas en charge le secteur agricole n'aurait pas de sens pour l'Afrique. Et aussi, il faudrait que nous, les Africains, nous faisions beaucoup attention pour que cet accord de partenariat ne nous engloutisse pas dans un créneau qui ne nous permet plus de nous épanouir. Parce que nous avons le droit quand même de collaborer avec qui on voudrait. Et donc il faudrait que nous nous faisions des entailles qui nous permettront, malgré qu'on soit resté fidèles à nos amis de longue date, qu'on puisse aussi, suivant nos besoins, nous ouvrir aux autres continents, pourquoi pas le reste du monde. Voilà une première intervention que je peux faire. Je vous remercie. Merci. Le suivant. My name is for Samuel from the Parliament of Nigeria. I'm Kalukwe from National Association of Nigerian Traders. Vice-président du mouvement de la société civile. Le suivant. Monsieur Zébou. Bonjour. Commencez avec le col. Président du secrétariat permanent des ONG du Burkina Faso. Monsieur Lawal Sayabou, je suis le coordonnateur du réseau des ONG de développement et association de défense des droits de l'homme et de la démocratie et membre du comité régional de négociation à deux. Aurélie Afrila, je viens du Bénin, le président du CRAPAD et premier vice-président de la plateforme des acteurs de la société civile, membre du comité régional de Bonjour, c'est Mary Polo, je suis stagiaire à ENDA. Bonjour, c'est Aïssatou Diallo, ENDA. Bonjour, Awayon Enda. Merci à chaque membre ici présent. Des problèmes très importants, à savoir le rôle des parlementaires dans cette négociation
le rôle de la société civile dans cette négociation, l'importance de l'intégration régionale, le rôle que le peuple doit jouer pour que nous ne soyons pas bernés dans cette négociation. Et notamment, nous avons dit beaucoup de choses que je n'ai pas pu rappeler. Nous allons laisser maintenant la parole à notre ami. Oui, vous allez tout à l'heure. Oui. Nous vous laissons la parole. J'ai mis ici, vous savez que les chefs d'État eux-mêmes, depuis la réunion de Ouagadougou, avaient demandé à la CEDEAO de finaliser un certain nombre de travaux au niveau de la région avant d'avancer plus loin sur les négociations de la paix. Vous savez qu'un accord commercial bilatéral doit être signé par 2 unions douanières, mais la CEDEAO n'est pas encore une union douanière. Pour être une union douanière, il faut avoir un tarif extérieur commun et un ensemble d'autres choses. Donc l'idée, c'est de pousser la région à avancer dans ce travail-là pour avoir un tarif extérieur commun CEDEAO. Dans ce travail, il y a eu beaucoup de débats. On a voulu prendre le texte IOMOA pour le mettre au niveau de la CEDEAO. Cela n'a pas pu marcher parce que beaucoup de pays ne se sentaient pas ou n'étaient pas en mesure d'accepter le texte CEDEAO qui était très bas. En particulier avec le Nigeria, mais il y avait aussi des organisations de producteurs qui voulaient avoir un texte plus protecteur, donc plus élevé. Il y a eu des discussions qui ont fini par l'adoption d'une 5e bande tarifaire de 35%, disons, qui devait constituer finalement le tarif extérieur commun régional. Il y a un processus d'adoption qui est assez avancé, avec une proposition d'acte additionnel de la CEDEAO pour la 5e bande, et cela doit aller concomitamment. Le jour de la signature, normalement, on doit être sûr et certain que la CEDEAO a finalisé aussi son texte pour l'adoption de cette 5e bande à 35%. Il y a un ensemble d'autres, parce que le tarif extérieur commun, c'est une protection tarifaire. Il y a d'autres types de protection et la région réfléchit aussi sur d'autres types de protection non tarifaires comme des mesures de sauvegarde au cas où il y aurait des problèmes sur le marché régional. Mais lorsque nous faisons une 5e bande à 35%, il faudra que les produits changent de catégorie. Vous savez que le texte de l'IOMOA était de 4 bandes, avec un maximum de 20%. Lorsqu'on a maintenant 35%, il faut que des produits quittent les 20% pour aller dans les 35%. Et ces produits, il faut les déterminer. Quels sont ces produits-là? La région est en train de mener ce travail également pour catégoriser, disons, les différents produits. Et aussi, une fois que cela est fait, il faut aller à l'OMC pour renégocier les consolidations des différents pays. Tout ça, c'est un travail que la région est en train d'être. Alors, le deuxième chantier de la région, qui est important, c'est le programme de l'APE pour le développement. Vous savez que beaucoup de pays ont refusé de signer les APE. Les pays en développement de la région qui n'avaient pas le choix, certains l'ont fait. Le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le Ghana ayant paraphé, la Côte d'Ivoire finit de signer. Le Nigeria ne l'a pas fait pour des raisons évidentes. Mais tous les autres, les pays les moins avancés, n'ont théoriquement pas, ils ont besoin de signer l'APE. Mais tous ont demandé que l'APE ne peut pas être seulement un accord commercial. Il doit être un accord de développement. Maintenant, le problème, c'était comment en faire un accord de développement. C'est ça qui était en discussion pendant longtemps. Et les chefs d'État de la région ont dit qu'il faut élaborer un programme de développement de l'APE et dire à l'Union européenne que l'acceptation à financer ce programme doit être un préalable à la signature de l'accord tout court. L'élaboration de ce programme de l'APE pour le développement. Mais comme c'était le seul instrument dont la région disposait, nous l'avons soutenu par solidarité et nous poussons pour que l'Union européenne accepte de financer le programme. Alors, son objectif c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'APE soit réellement un accord de développement en renforçant le potentiel. Parce qu'on dit que libéraliser le commerce sous certaines conditions pour avoir un potentiel de développement. Mais, bien sûr, on a dit sous certaines conditions. Et ces conditions-là ne sont pas réunies dans la région. Pour bien commercer, il faut avoir des routes, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des centres de recherche, il faut avoir une population bien formée, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre sous-région. Et le programme PAPET, le
programme de l'APE pour le développement a pour objectif, entre autres, justement d'aider à combler ces différents déficits et ces différentes lacunes de l'Afrique de l'Ouest pour lui permettre de tirer profit de l'APE. Mais ce deuxième pilier, c'est de faire en sorte que les effets négatifs de l'APE soient minimisés. Parce qu'un accord de libéralisation a toujours des effets négatifs. Maintenant, en fonction du niveau de préparation de la région, ces effets négatifs seront plus forts ou plus faibles. Et le programme APE de développement a aussi pour objectif d'essayer de diminuer ou d'atténuer les effets négatifs de l'APE. Alors, pour avancer dans ce domaine, la région a identifié des chaînes de valeur. Parce que la région ne pouvait pas dire, nous allons sur tous les secteurs économiques faire des investissements et avancer. On a dit, si on développait ce potentiel et qu'on le transformait dans la région en suivant une certaine chaîne de valeur, on pourrait aller jusqu'à créer le fil, le tissu, les vêtements et tout ça qui générerait énormément de ressources dans la région. C'est pour ça qu'on a créé la première chaîne de valeur. La deuxième chaîne de valeur, c'est agroalimentaire et agro-industrie. Nous produisons beaucoup, nous importons beaucoup d'aliments aussi que nous consommons, alors que la production locale nous permet justement de résoudre un certain nombre de problèmes. Il suffit pour chaque pays d'organiser des productions nationales dans une approche régionale, de transformer dans la région pour pouvoir développer une plus-value qui resterait comme richesse ici. Troisième chaîne de valeur, c'est le tourisme. Beaucoup de pays ont un potentiel, d'autres non, mais on a dit s'il y a une approche régionale sur le tourisme, ça pourrait également aider à créer de la richesse. Et c'est nous-mêmes, société, le processus de signature. Mais là où il y a un risque, c'est que la région finisse par accepter. Et j'ai attiré l'attention à Bruxelles des négociateurs ouest-africains, en particulier quelqu'un qui s'appelle Frifatin, qui a la charge de conduire les travaux sur le PAPET. J'avais le sentiment que les deux parties se rapprochaient. J'avais l'impression, parce que si vous voyez le texte de l'accord, tous les niveaux où il y avait des divergences et des crochets, on finit par s'entendre sur le langage et enlever les crochets. Alors j'avais le sentiment que si on continuait comme ça, on allait vers un compromis sur le texte du PAPET. Mais il était évident que ce compromis qui serait trouvé ne permettrait pas, n'aurait pas une charge juridique suffisante pour qu'on puisse imposer demain à l'Union européenne de financer quoi que ce soit. C'était ça le risque. Donc, l'enjeu pour aujourd'hui, c'est qu'on risque d'aller vers une libéralisation commerciale, prendre des engagements, alors que ce qu'on a sur la table, qui s'appelle PAPET, ne permet pas de régler les questions qu'on y a fixées dans ce programme. Et même on sait que ces questions ne suffisent pas. Donc il y a deux problèmes. Non seulement la région doit mettre en cohérence ce qu'ils appellent PAPET à des projets régionaux plus globaux, mais le PAPET lui-même a besoin d'être mieux compris et d'avoir, disons, un traitement plus spécifique pour qu'on évite que l'Union européenne nous dise d'accord, on va aller dans cette direction, mais qu'au moment de la mise en œuvre pratique, on attend de l'argent et ne viendra jamais. Et aujourd'hui, il y a un malaise total parmi les négociateurs parce que personne ne peut vous dire si ce programme qui s'appelle PAPET, qui a été applaudi par beaucoup d'États, permettra de générer les financements attendus. Et donc, nous, il y a une position à prendre à ce niveau. Notre position initiale, qui a été claire, c'était de dire que cette approche PAPET ne marchera pas, l'approche n'est pas bonne, la méthodologie n'est pas très bonne, et que ça ne permet pas, parce qu'on ne voulait pas faire croire qu'il suffit que l'Union européenne nous donne de l'argent pour qu'une libéralisation commerciale à outrance puisse apporter un profit quelconque pour la région. Ça, c'était notre approche. On a dit, si nous ouvrons trop notre marché dans un délai trop court, quel que soit le montant qu'on nous donnera, on aura des difficultés. Donc, on voulait vraiment dissocier les deux choses. Mais puisque la région a quand même élaboré ce document, on a dit, OK, est-ce